de l'Eugenics Record Office. While people were going to state fairs or county fairs, lorsque les gens se rendaient aux foires des États ou des comtés, ils étaient invités à visiter les stands et à s'y informer sur l'eugénisme, apprendre à avoir une famille plus heureuse, en meilleure santé. Et ils concouraient en remplissant des tests d'intelligence, en passant des examens médicaux, en montrant qu'ils allaient assidûment à l'église, qu'ils avaient un emploi, une famille nombreuse, et qu'ainsi, ils deviendraient la nouvelle génération de familles en bonne santé. Ce type d'exposition, souvent sponsorisée par la Société eugénique américaine, s'est tenu dans tout le pays dans les années 20 et 30. Ici, vous pouvez voir des stands sur l'eugénisme et la santé, l'eugénisme et l'alphabétisation, l'eugénisme et l'immigration. Cette préoccupation d'une race pure est d'autant plus vive que le flux des immigrants n'a jamais été aussi important. Harry Laughlin et le Eugenics Record Office, après avoir milité pour la stérilisation des plus fragiles, se consacrent à la lutte contre l'immigration. Laughlin persuade le Sénat de la menace de pollution intellectuelle et morale qui pèse sur le patrimoine génétique américain. Il est le principal artisan de l'Immigration Restriction Act, loi de restriction de l'immigration de 1924. À la signature, Calvin Coolidge, président des États-Unis, déclarait « L'Amérique doit demeurer américaine. Des lois biologiques montrent que les Nordiques se détériorent quand ils sont croisés avec d'autres races. » Cette loi, qui avait principalement pour cible les Italiens et les Juifs d'Europe de l'Est, ne sera supprimée qu'en 1965. Déjà, avant la Première Guerre, on commence à gérer l'immigration aux États-Unis pour détecter les personnes qui ne seraient pas aptes à reproduire leur race. Bon, il y a des médecins aussi qui s'installent aux frontières pour évaluer ce même chose. Puis il y a des débats au Congrès américain dans les années 20. Est-ce que, par ailleurs, on devrait continuer à admettre les Mexicains, les travailleurs mexicains, qui de toute évidence, c'est pas la race supérieure, c'est une race mixte. Et depuis Gobineau et puis son idée de le mélange du sang comme étant un facteur de dégénération, l'idée de la mixité du sang est toujours très présente dans le discours. Puis on retrouve dans les grands débats aux États-Unis. Les Mexicains ont un sang mixte. Est-ce que dans le recensement, éventuellement, il faut les reconnaître comme une race distincte? Il y a d'un côté les employeurs qui disent qu'il faut garder les frontières ouvertes parce que cette race-là est toute faite par la nature pour travailler dans nos champs de betteraves. Ils sont plus petits, c'est plus facile pour eux de se pencher pour travailler dans les champs de betteraves. Alors, il y avait les syndicats qui voulaient maintenir les frontières, paradoxalement. Mais on n'est pas à un paradoxe près. Et il y avait donc les grandes entreprises du sud-ouest des États-Unis qui voulaient maintenir cette... Mais ce qui est fascinant, on est dans les années 20, les années 30, et puis les grands débats aux États-Unis, il y a des présidents d'université, puis il y a du monde du Congrès qui signent des pétitions pour protéger la race. Pour justifier d'une politique eugénique ségrégationniste, on fait toujours appel aux mêmes outils. Statistiques, biométrie, psychologie, anthropométrie, génétique, qui exhibe les preuves des différences raciales. L'Irlandais, moins voleur que l'Italien, l'est davantage que l'Allemand. Le natif blanc américain, moins criminel que l'étranger. Et plus la couleur de la peau est sombre, et plus l'individu est meurtrier. Plus l'individu est pauvre, plus il est débile. On peut même reconnaître le meurtrier de l'innocent, le fourbe de l'honnête homme, celui qui est saint de celui qui est fou. L'ordre, menacé de l'extérieur, l'est aussi de l'intérieur. Victime des crises économiques et agricoles, petits fermiers miséreux du Sud et afro-américains tenus à distance de la société blanche pour ne pas en souiller le sang, sont désignés comme les porteurs des fléaux sociaux. Exacerbé par la crise économique mondiale de la fin des années 20, l'eugénisme dur fait tache d'huile. Il gagne le Canada, mais aussi la Suisse, l'Australie, les pays scandinaves, même le Japon. Mais preuve de l'hégémonie américaine sur l'eugénisme,
Si le premier congrès s'est tenu à Londres en 1912, les deux suivants ont lieu à New York en 1921 et 1932. L'influence de la représentation française y est toujours importante et ses éléments les plus extrêmes font autorité, notamment Georges Vacher de la Pouge et Gustave Le Bon, qui seront les inspirateurs de la politique raciste d'Hitler. En France, cependant, en Angleterre et même en Allemagne, des courants plus modérés ou plus sociaux s'expriment. Si on résume un petit peu la position des Français, c'est celle de Housset, qui en 1921 dit « la guerre à la tare plutôt qu'au taré ». Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, dans les discours, il y ait cette tentation, par moment, de trier les géniteurs, avec des listes parfois très précises, et même fantaisistes, puisqu'on y trouve aussi bien les sourds-muets que les cul-de-jatte. Pourquoi les cul-de-jatte? Puisque c'est pas héréditaire a priori. On y trouve des listes, effectivement, de procréateurs indésirables, qualifiés de noms plus ou moins agréables, comme déchets sociaux, etc., etc. Alors je crois que là, le rôle tenu par les médecins est essentiel. Ils ont l'habitude de soigner plutôt que de sélectionner. Ils ont également tout un apprentissage scientifique qui est basé sur ce qu'on appelle le néo-lamarckisme, c'est-à-dire l'idée que les caractères acquis sont héréditaires. Donc en jouant sur le milieu, on peut améliorer les générations futures. En soignant bien un individu malade, en l'améliorant, ses enfants seront en meilleure santé. Ça, c'est complètement à l'opposé des théories néo-darwiniennes de la fin du XIXe siècle, des gens comme Weissmann, par exemple, pour qui, si une lignée est tarée, elle est inéluctablement tarée, et la seule chose à faire, c'est de l'empêcher de proliférer. Dès son accession au pouvoir, Adolf Hitler met en place sa politique raciale d'exclusion des Juifs et de lutte contre les malades mentaux. S'appuyant sur les éléments les plus durs de l'eugénisme allemand, il fait adopter une loi qui, dès décembre 1933, favorise la natalité des plus aptes à se reproduire et autorise la stérilisation de ceux considérés comme indésirables et inférieurs. Peu de gens le savent, mais les Américains, au moment où Hitler prend le pouvoir en 1933, avaient déjà stérilisé plus de 15 000 personnes. Et les eugénistes allemands disaient « il faut que nous fassions pareil ». Il y a en fait un moment important, lorsque l'un des plus éminents spécialistes allemands de l'hygiène raciale dit « si nous ne réfléchissons pas rapidement à un programme de stérilisation, les Américains vont devenir les leaders dans le domaine des règles raciales ». Il y a donc vraiment une imitation du programme eugéniste américain. Le libéralisme n'était plus à la mode sur le plan politique, et sur le plan économique d'ailleurs non plus. Et les idéologies fortes étaient des idéologies qui faisaient passer la collectivité, quelle que soit la collectivité, que ce soit la race ou autre chose, ou la société, avant l'individu. Et donc, on soignait la société, on soignait la race, ou on soignait même le pool héréditaire. Donc par exemple, un des principaux journaux eugénistes destinés au corps médical, sous le nazisme, s'appelle Der Erbarzt, c'est-à-dire le médecin de l'hérédité. Donc à la limite, là, on ne soigne plus une personne qui souffre, on soigne le mauvais gène qui traîne dans une population. Der größte Teil aller Anstaltsinsassen hat seine furchtbare Krankheit von seinen Eltern ererbt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und immer wieder Leid und Elend über die Familie brachte. Wer ist erbkrank? Erbkrank ist ein Mensch, dessen Krankheit in der Erbanlage seiner Vorfahren vorhanden war. Dabei braucht bei den Vorfahren die Krankheit nicht immer in Erscheinung getreten zu sein. En Allemagne, les arguments de la propagande eugéniste ressemblent étrangement à ceux de l'Amérique. Coût exorbitant des malades mentaux. Rôle primordial de l'hérédité et de la transmission des maladies génétiques. Meilleures conditions de vie des malades mentaux que des honnêtes citoyens. Laisser vivre est parfois un plus grand crime que laisser mourir. C'est sans aucun doute le début de l'eugénisme, et c'est aussi certainement le début d'une politique d'extermination bien plus extrême des individus inférieurs.
Le programme commence avec l'eugénisme des stérilisations qui a stérilisé environ 350 000 Allemands. L'étape suivante a été l'interdiction des mariages entre Allemands et non-Allemands, particulièrement entre Allemands et Juifs, ce qui a été également défendu comme une mesure eugéniste pour nettoyer la race des éléments étrangers juifs. L'étape suivante est un programme d'euthanasie, où il a été décidé non plus seulement de stériliser ou d'isoler, mais vraiment d'exterminer les malades mentaux et les handicapés physiques, ce qui également est vu comme une forme de nettoyage racial, d'hygiène raciale, d'eugénisme. Ainsi, ce programme de stérilisation est les deux à la fois. C'est le début, le premier symbole de l'eugénisme allemand. Pas autant que l'auraient voulu certains partisans de l'eugénisme, comme par exemple Fritz Lenz, le premier professeur d'eugénisme en Allemagne. En 1923, il disait que 10% de l'ensemble de la population allemande devrait être stérilisée. Ils ne sont jamais allés aussi loin. Mais les lois de stérilisation de 1933 représentent le début d'un vaste programme d'extermination. Et il ne s'agit pas de dire que c'était inévitable et qu'ils devaient s'engager dans cette direction. Je pense réellement qu'il y a eu plusieurs moments qui auraient pu être évités. Les médecins auraient pu dire « Non, nous ne le ferons pas ». Ce n'était donc pas dès le début un vaste projet inévitable, mais il s'agit sans aucun doute du commencement de quelque chose d'atroce. En mai 1936, l'université de Heidelberg fête son 550e anniversaire. À cette occasion, elle décerne le titre de docteur honoris causa de médecine au directeur adjoint du Eugenics Record Office, Harry Laughlin, pour son rôle dans le développement de l'eugénisme. Et tandis que la terreur nazie fait de l'eugénisme une des armes de sa politique raciale, Harry Laughlin achète 3 copies de Herb Krank, le film de propagande du Parti national-socialiste, qu'il projette pendant plusieurs années à ses étudiants new-yorkais. En fait, si vous regardez ce qui s'est passé après, à partir de 1945, il n'y a pas eu le procès véritablement de l'eugénisme nazi. Si vous prenez par exemple le procès des médecins de Nuremberg, en 1946-1947, l'eugénisme ne fait pas partie des chefs d'accusation. D'ailleurs, les Américains auraient bien eu du mal à le faire, puisqu'eux-mêmes continuaient à pratiquer l'eugénisme chez eux. Donc c'était pas considéré comme un problème. Ce qui était considéré comme un problème au procès des médecins de Nuremberg, c'était d'une part les expérimentations médicales criminelles et d'autre part l'euthanasie. Et en fait, le procès de l'eugénisme, on pourrait dire, a débuté dans les années 70. Et davantage lié à une transformation des sociétés occidentales, y compris du Japon, que de façon générale, des valeurs, la culture au sens le plus profond du terme, plutôt que d'une remise en cause scientifique. I believe that yes, the German Nazis were defeated militarily, but the ideas that they stood for were Je pense que les nazis ont été battus sur le plan militaire, mais pas sur le plan des idées. Et il y avait des gens en Alberta qui partageaient toujours ces idées, et dans l'ensemble, ce sont eux qui contrôlaient l'État. Après qu'il fut interdit aux nazis de poursuivre les stérilisations, eux, ils ont continué leur programme. Vous savez, les tribunaux de Nuremberg ont condamné les stérilisations forcées comme crime contre l'humanité. Cela n'a eu aucun effet en Alberta. Personne n'a été touché par ça. C'était un jugement qui s'appliquait aux nazis, pas à eux. Aucun changement, ils ont continué à faire les mêmes choses, sans aucun changement. Si, ils se sont tus. Ils ont cessé de faire des déclarations publiques. Lélanie Muir est née après la guerre. Victime de son entourage familial, elle est placée en institution, puis, en vertu du Sterilization Act, loi de 1928, elle est stérilisée à l'âge de 12 ans. Elle engagera, à partir de 1988, une procédure judiciaire contre l'État de l'Alberta.
J'ai été une enfant maltraitée. Je ne jouais pas avec les autres enfants lorsque j'étais petite. J'étais toujours enfermée, privée de nourriture, battue. J'étais donc maltraitée. Si nous nous rendions quelque part, je ne savais jamais où j'allais car on m'obligeait à m'asseoir par terre, sur le sol arrière de la voiture, avec mes frères qui mettaient leurs pieds sur moi. Le jour où l'on m'a conduite à l'établissement spécialisé, je ne savais pas que l'on m'emmenait là-bas. Le jour où on a pris la voiture pour y aller, on m'a dit de monter dedans environ 15 minutes avant que nous n'y partions. Et lorsque nous sommes arrivés, on m'a dit de descendre de voiture et personne d'autre n'est descendu, uniquement moi. Personne n'est même descendu de voiture pour me dire au revoir. Quand vous voyez ce que j'ai vu, j'ai lu très minutieusement les documents du Conseil eugénique. Ils n'avaient dans la plupart des cas aucune preuve qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal dans les gènes de ces enfants. Ils ne voyaient pas de preuve, et de toute façon, cette preuve n'existait pas. Ce n'était pas une entreprise scientifique. Ils questionnaient succinctement ces enfants, mais en fait, ils ne s'intéressaient qu'à leurs antécédents familiaux. La seule raison qui faisait que ces enfants étaient stérilisés était qu'ils étaient en établissement spécialisé. Et c'est au moment même où ils étaient admis dans un établissement spécialisé qu'ils étaient condamnés. Parce que pour pouvoir sortir de l'établissement, il fallait être stérilisé. Presque tous les enfants qui sont passés en institution ont été stérilisés. Je ne comprenais pas. Je ne réalisais pas que je n'aurais pas une scolarité normale. Je ne réalisais pas évidemment ce qu'il se passait avec les stérilisations. Pour moi, j'étais une enfant normale, comme les autres enfants. Et les infirmières ne m'ont jamais maltraitée. Elles m'aimaient bien, je pouvais aller et venir dans leur bureau, elles me donnaient des gâteaux, du lait, etc. Certaines m'ont même emmené dehors pour Noël. Elles m'aimaient bien. Le jour où vous étiez emmené à la clinique, on ne vous disait rien, on vous prenait à la sortie de l'école, juste au moment de vous emmener à la clinique. Tu vas te faire opérer de l'appendicite, voilà ce qu'on nous disait. Tu vas te faire opérer de l'appendicite. Ils vous retiraient l'appendice et en même temps vous stérilisaient. Dans mon cas, ils m'ont enlevé quasiment toutes les trompes. Ils n'en ont laissé qu'un petit morceau. Comment avez-vous découvert que vous aviez été stérilisé? J'en ai eu la certitude absolue quand j'avais environ 24 ans. J'avais déjà vu des médecins avant, mais je ne leur parlais pas vraiment. Lorsqu'ils me demandaient ce qu'était ma cicatrice, je répondais simplement « Oh, c'est une opération que j'ai subie ». Puis finalement, je suis allée voir un médecin à qui j'ai pu dire que j'avais passé plusieurs années en institution et que je pensais qu'on m'y avait fait quelque chose qui m'empêchait de pouvoir avoir des enfants. Il m'a alors fait faire un test pour examiner mes trompes, et voilà ce qu'ils ont trouvé. J'ai par 2 fois essayé de me faire réopérer en Colombie-Britannique, mais sans succès.